c'est sur la base de cela, désolé, et c'est sur la base de cela que j'avais eu l'occasion, en parallèle de travailler avec l'UNESCO également sur un travail de plaidoyer et de me rendre compte que généralement les pays africains, notamment mon pays, le Sénégal, mon pays d'origine, le Sénégal, avaient un certain nombre de difficultés à s'approprier des grands enjeux du numérique. Et je me suis dit, à l'époque, j'avais une petite bourse pour faire des actions à fort impact. Et donc, j'avais décidé de créer une association qui s'appelle Polaris Association et qui accompagne les jeunes à aller vers un usage avisé d'Internet, c'est-à-dire comment les jeunes peuvent tirer tout le potentiel que le numérique leur offre, tout en se prémunissant de ces dangers. Donc, je vais revenir sur ce principe-là pendant toute cette présentation. Une présentation en 3 parties. Qui sommes-nous? Ensuite, je vais parler de nos programmes, des programmes phares qu'on a eu à lancer. Je vais également parler des programmes qui sont en cours de mise en route, si je peux l'appeler comme ça. Et je vais terminer par une dernière partie, quel est notre modèle économique. Parce que voilà, souvent les gens nous demandent comment on fait pour vivre, sachant qu'une association, voilà, à la base, c'est un but non lucratif. Mais derrière aussi, c'est d'expliquer aux gens qu'on a bien ce mindset entrepreneurial. Au-delà d'une association, on a ce mindset entrepreneurial de délivrer des services, de les commercialiser, de les vendre et d'avoir des revenus pour financer nos actions à fort impact. Donc, en commençant par cette première partie. Qui sommes-nous? Polaris Asso, c'est une association de loi, c'est une association française. Hein. Comme je l'ai dit, le contexte, c'était qu'à l'époque, j'étais à Paris, je travaille pour Google France et Polaris Asso a été mis en place donc, dans ce contexte-là. Donc, c'est une association française. La déclaration au niveau de la préfecture, au niveau du gouvernement sénégalais est en cours. Donc, très bientôt, nous aurons cette binationalité. Nous aurons aussi des statuts locaux, des statuts sénégalais qui nous permettront également d'avoir plus de marge de manœuvre sur certains sujets. La remarque est simple. Hein. Aujourd'hui, on note quand même un décalage assez important entre les besoins d'accompagnement sur les usages du numérique et les solutions qui sont offertes. En gros, en Afrique de l'Ouest, on a trouvé un marché quasiment vierge, en fait, où il n'y a pas d'offres aujourd'hui qui visent à accompagner les jeunes à bien s'acculturer sur le numérique, à comprendre quels sont les métiers du digital, comment bien faire en mot de passe, comment naviguer en toute sécurité, également à apporter ces services-là aux parents ou bien à d'autres cibles. Bien sûr, il y a des écoles qui forment sur les métiers, il y a des écoles qui forment à être community manager, développeur web, etc. Mais il n'y a pas encore d'initiative qui se trouve au niveau de l'acculturation. Donc, vraiment sur les compétences basiques et aussi dans la compréhension des grands enjeux, dans ce qui peut provoquer le déclic. Ces chiffres qui nous font agir. Aujourd'hui, 60% des jeunes nous disent ne pas être suffisamment armés pour un usage avisé d'Internet. Or, aujourd'hui, ces jeunes sont super connectés. Pour preuve, on a demandé, il y a 2 ans ou 3 ans, il y a une enquête mondiale qui est sortie. On avait demandé à des jeunes quel est le temps qui sépare votre réveil et votre première utilisation du smartphone. Et inversement, quel est le temps qui sépare votre sommeil et votre dernière utilisation du smartphone et votre sommeil. Donc, je répète, quel est le temps qui sépare votre réveil et votre première utilisation du smartphone et quel est le temps qui sépare votre dernière utilisation du smartphone et votre sommeil. À chaque fois, on était à moins de 5 minutes. Je ne sais pas si vous vous imaginez, mais ces jeunes aujourd'hui, ils ne se connectent plus, ils vivent connectés. Avant, on avait l'acte de se connecter. Genre, on se lève, on dit à ses parents, je vais me connecter. Je vais au cyber ou bien je vais prendre l'ordinateur de la maison, le computer de la maison pour me connecter à l'ADSL, etc. Aujourd'hui, on ne va plus se connecter, on vit connecté. Même quand on dort, on a nos smartphones qui sont en train de fonctionner, on a les applications qui sont en train de tourner, etc. Donc, nous sommes aujourd'hui à l'ère de l'hyperconnectivité. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Avec en moyenne, on juge qu'un jeune Africain qui vit dans une ville se connecte à peu près 4 heures par jour en moyenne. Donc, ça, c'est énorme. Donc, les gens sont super connectés. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qu'ils font de ces outils numériques-là? Est-ce qu'ils l'utilisent à bon escient? Est-ce qu'ils l'utilisent pour entreprendre? Est-ce qu'ils l'utilisent pour apprendre? Est-ce qu'ils l'utilisent pour se former? Est-ce qu'ils connaissent toutes les opportunités que le monde numérique leur offre? Ou bien au contraire, est-ce qu'ils l'utilisent pour tomber dans les pièges du numérique? Est-ce qu'ils l'utilisent pour
pour faire exposer leur vie? Est-ce qu'ils l'utilisent pour se voir faire voler leurs données personnelles? Est-ce qu'ils l'utilisent pour discuter, pour converser avec des personnes malveillantes, etc., etc. Il y a vraiment plein de dangers qui les guettent. Et ça, c'est le premier constat qui aujourd'hui nous... Ça, c'est la première chose qui nous fait agir aujourd'hui. Comment on pousse ces jeunes-là à aller vers ce potentiel du numérique-là. Derrière, il y a des enjeux d'inclusion professionnelle. On nous dit, et ça c'est le dernier chiffre, on nous dit que 70% des métiers de 2030 n'existent pas encore. Il y a une enquête qui a été faite par le World Economic Forum. C'est l'organisation qui organise chaque année le sommet de Davos, le forum de Davos, où il y a tous les chefs d'État quasiment. Cette grande organisation très reconnue avait fait une enquête et avait dit 70% des métiers de 2030 n'existent pas encore. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a 30 ans, le métier de community manager n'existait pas, le métier de développeur web n'existe pas, le métier de UX designer n'existe pas. Aujourd'hui, il y a des milliers, peut-être des centaines, voilà, des centaines, peut-être des milliers de UX designers, de développeurs web, de community managers au Sénégal. De la même manière, on pense qu'en 2030, il y aura plein de métiers qui vont apparaître et qui n'existent pas encore pour le moment. Et une bonne partie de ces métiers-là vont être liés à l'univers digital, vont être liés au développement web, à la communication numérique, à l'analyse de données, à la robotique, à l'intelligence artificielle, etc. Donc, il y a un gros sujet d'employabilité derrière les enjeux du numérique. C'est peut-être même l'enjeu phare derrière le numérique. Et comment on prépare les jeunes d'aujourd'hui à aller vers, à comprendre cet univers-là, à comprendre cet enjeu-là majeur qui les attend. Ça, c'est quelque chose qui peut être très important. Ensuite, on a autre chiffre, hein, 62% des parents ne se trouvent pas suffisamment outillés pour accompagner leurs enfants dans leur usage du numérique. Ça, c'est une enquête récente que nous avons menée, qui a été publiée au mois d'août et qui a été d'ailleurs plus ou moins médiatisée. Je pourrais mettre le lien tout à l'heure dans la discussion de ce Zoom pour que tout le monde puisse voir l'article. Mais voilà, on a aussi des problématiques au niveau des parents. Les parents qui parviennent eux-mêmes à ne pas avoir un usage avisé d'Internet, 68% des parents qui n'ont pas un usage avisé d'Internet et qui eux-mêmes, n'ayant pas un usage avisé d'Internet, ne comprennent pas ces grands enjeux et donc ne peuvent pas forcément accompagner les jeunes de leur entourage vers ça. Or, dans cette même enquête, ce qui est ressorti, c'est qu'aujourd'hui, les parents sont les premiers acteurs de confiance dans l'éducation numérique des jeunes. C'est-à-dire, à côté de l'école, ce n'est pas du tout l'école, c'est une grande différence qu'on a par rapport à la France où, à cette même question, l'école est vue comme le premier acteur de confiance dans l'éducation numérique des jeunes. Je pense que c'est dû au fait qu'ici, voilà, les gens ne voient pas l'école comme des espaces innovants qui ont des équipements pour préparer les jeunes à ça. Mais l'enquête, en tout cas, qu'on a eu à faire en local ici à Dakar, montre que c'est les parents, c'est la famille au sens large qui est vue comme le premier acteur de confiance dans l'éducation numérique des jeunes. Donc, 68% des parents eux-mêmes n'ont pas cet usage avisé, donc ne peuvent par conséquent pas du tout être en mesure d'accompagner les jeunes vers cet usage-là. 90% des jeunes ont au moins fait face à du contenu inapproprié sur Internet. Donc, comment ces jeunes qui ont entre... autre chiffre que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est aujourd'hui, on nous dit que 70% des internautes sont des jeunes âgés de moins de 30 ans et 30% des internautes sont des adolescents. 30%, un internaute sur 3 a moins de 18 ans. Dire que ces jeunes-là, à 90%, voient du contenu inapproprié sur Internet, la question légitime qu'on peut se poser, c'est quelle est la réaction une fois face à ces contenus inappropriés. Les contenus inappropriés, voilà, ce sont des contenus vraiment divers. Genre, on peut penser naturellement que ce sont des contenus à caractère sexuel, mais pas que ça peut aussi être des contenus à caractère extrémisme. Aujourd'hui, il y a, voilà, actuellement, je travaille avec le Timbuktu Institute, avec le professeur Bakary Samb, qui me disait, par exemple, qu'un des leviers les plus importants de recrutement pour le djihadisme, ça passe justement par Internet, ça passe par Facebook, par Twitter, par Instagram, etc. Ça aussi, c'est du contenu inapproprié. Le contenu de haine, le contenu de violence, le harcèlement, etc. Donc, comment aujourd'hui on prépare les jeunes, on prépare les parents à comprendre ces enjeux et par conséquent, on prépare aussi les jeunes à se préparer à ce monde-là, à ce monde numérique qui est, voilà quoi, qui est sans merci, qui présente certes énormément d'opportunités, mais, voilà, mais aussi des dangers. C'est aussi plein de misinformation, c'est comme ça qu'on appelle, ou bien
de fake news, de désinformation. 60% des jeunes aujourd'hui font d'Internet leur source principale d'information. C'est-à-dire, ils s'informent sur WhatsApp, ils s'informent sur Facebook, sur Twitter, etc. Et on a 2% de jeunes sur toi qui nous disent ne pas avoir des outils pour savoir, pour juger si une information est avérée ou pas. Donc, voilà. Donc, il y a ces problématiques-là qui sont là dans notre société et plein d'autres. J'ai mis ici peut-être ceux qui sont les plus connus et qui nous touchent le plus directement, mais plein d'autres problématiques qui nous touchent aujourd'hui, dues notamment à cette transformation digitale de nos sociétés et où on se rend compte définitivement que les jeunes ne sont absolument pas du tout préparés à ces questions-là. Donc, nous, vous l'avez compris, voilà, on a une cible principale, ce sont les jeunes. Et il se trouve qu'à un moment donné, on s'est rendu compte que pour toucher les jeunes et pour avoir un vrai impact chez les jeunes, il faut aussi toucher les parents. Donc, on a une cible intermédiaire, ce sont les éducateurs, ce sont les parents qui, une fois ayant mieux compris les enjeux et les enjeux et les problématiques derrière ce monde digital-là, peuvent également avoir un impact et un effet chez les jeunes de leur entourage. Donc, nous avons un impact chez les jeunes et chez les personnes adultes. On les acculture sur les dangers du numérique, sur personnellement fake news, sur le dark web, sur le contenu inapproprié, sur la détérioration de la santé. Aujourd'hui, on sait, scientifiquement, ça a été prouvé, on sait qu'un usage abusif du numérique peut causer des problèmes de santé à des niveaux différents, des problèmes de santé factuels, voilà, genre diminution de la vue, quand on est très exposé à la lumière bleue des écrans. Mais aussi, pire que ça, on a des choses beaucoup plus vicieuses que ça. Par exemple, des troubles du comportement qui peuvent surgir également quand on est accro à son smartphone ou bien à l'écran de son ordinateur portable. Mais il n'y a pas que ça. Le numérique, c'est aussi beaucoup d'opportunités. C'est un outil incontournable aujourd'hui pour accéder à l'information, pour se distraire, pour se former, pour communiquer, pour s'engager, pour éveiller son esprit créatif, pour entreprendre, pour se sociabiliser, pour porter sa voix et être un acteur positif dans sa communauté, etc. Donc, voilà les deux pieds sur lesquels on acculture notre cible et notre public. Donc, genre, dans un monde anglophone, on va parler de digital literacy. C'est pousser les jeunes à développer leur esprit critique sur Internet, à développer des outils leur permettant de naviguer en toute sécurité. Comment on sait si un site web est sécurisé ou pas? Comment on sait s'il faut faire entrer ses données personnelles ou pas? Voilà, comment avoir toute cette culture digitale-là, ça c'est aujourd'hui super important. Mais aussi, on met l'accent souvent sur des sujets à très fort impact, tels que le cyberharcèlement, tels que comment le numérique peut jouer contre le réchauffement climatique, comment le numérique peut être un levier d'employabilité. On l'a vu tout à l'heure, 70% des métiers de demain ne sont pas encore connus. Une bonne partie de ces métiers de demain vont être liés au monde digital. Et même les métiers qui ne seront pas liés au monde digital vont être disruptés par le numérique. On sait que la manière de faire de la comptabilité en 1980 est différente de la manière de faire de la comptabilité aujourd'hui, en 2020, parce qu'il y a beaucoup plus d'outils numériques qui entrent en jeu. Aujourd'hui, le travail est essentiellement numérique. Donc, même si on n'est pas UX designer, développeur web, etc., on risque de se retrouver avec un métier où il faut connaître l'outil informatique, où il faut connaître le numérique, il faut comprendre comment ça marche, etc. Donc ça, ce sont des sujets qui sont importants et sur lesquels on essaie également de réfléchir. Ce sont des besoins qui sont homologués à l'international. En 2014, par le travail du système des Nations Unies, que ce soit l'UNESCO, l'UNICEF, mais aussi de grandes ONG telles que Global Kids Online, en 2014, l'Assemblée générale des Nations Unies, via sa commission pour les droits des enfants, avait demandé aux États membres d'inclure dans les curricula scolaires l'enseignement sur l'habilité numérique et la citoyenneté numérique. On se rend compte que les États développés ont pu faire ça et que les États, malheureusement, qui n'ont pas les moyens ou qui n'ont pas l'expertise, ou en tout cas qui ont d'autres, qui semblent avoir d'autres priorités, n'ont pas pu appliquer ces indications-là, ces recommandations-là. C'est le cas du Sénégal, c'est le cas de plein de pays africains qui n'ont pas pu, pour le moment, respecter cette recommandation de l'ONU
D'où encore le rôle des associations aussi, d'où le rôle des entreprises privées. Je suis très content de tout ce qu'a dit Eric, je suis très content de ce qu'est en train de faire Gorgui. Avec Polaris Asso également, voilà, c'est là où aussi que notre rôle peut se trouver. C'est comment, aujourd'hui, on sait que nous sommes dans un monde qui est en perpétuel mouvement, qui est extrêmement complexe et extrêmement mouvant. Comment des acteurs secondaires, des acteurs qui sont en mesure d'être très agiles, qui sont en mesure d'avancer vite et bien, peuvent compléter le rôle de l'État, le rôle des institutions publiques sur certains sujets. C'est ça aussi qui peut être important. Et ne pas voir ça comme une dualité entre l'État, entre les services publics et ce que peut faire Polaris Association ou bien Natango ou bien Eric, mais voir cela plutôt en termes de complémentarité. Et voilà, voilà, ce sont des choses aussi sur lesquelles je pense qu'il faut porter un plaidoyer. Donc, nous, on agit sur la citoyenneté numérique, on agit sur les compétences numériques de base, on agit sur la e-protection, on fait énormément de plaidoyer. À la base, j'ai fait des études en sciences politiques. Je me suis spécialisé en communication, des ONG, sur des associations, des institutions publiques. Voilà, le plaidoyer, c'est un sujet sur lequel on peut être facilement à l'aise également. On a fait ce travail-là avec l'UNESCO. On est en train de faire ce travail avec l'UNESCO toujours, de mener le plaidoyer dans un certain nombre de pays. On a été en Russie, on a été au Burkina, on a été au Cap-Vert, on a été dans pas mal de pays, en Arabie Saoudite, etc., en France, etc., pour mener ce travail-là. Aujourd'hui, on travaille également avec une association française qui s'appelle Article 1 et qui est leader sur les questions d'égalité des chances. Parce que ce qu'il faut comprendre aussi derrière, c'est que le numérique pose aussi cette problématique d'égalité des chances, où en gros, on peut remarquer deux types d'inégalité des chances, deux sujets d'égalité des chances sur le numérique. Un premier sujet qui concerne l'accès à l'outil numérique. Donc, on a une inégalité de chance dans l'accès à l'outil numérique. On va avoir des jeunes qui habitent Sacré-Cœur, qui habitent Mermoz, qui habitent certaines villes, certaines localités de Dakar, qui vont avoir beaucoup plus simple, beaucoup plus accès, beaucoup plus facilement accès aux outils numériques, à Internet, que d'autres jeunes qui peut-être n'en ont pas forcément les moyens. Donc là, on note une inégalité. Mais ça, ce n'est pas grave. Hein. La pire des inégalités, c'est les inégalités d'usage. Où là, tu vas te rendre compte que le jeune de Mermoz, parce qu'il a à côté des parents qui sont diplômés, qui sont chefs d'entreprise, etc., va pouvoir certainement utiliser le numérique à bon escient pour développer une entreprise, pour développer des idées, pour se former, pour apprendre. Et là, voilà, là où d'autres jeunes qui n'ont peut-être pas forcément cet environnement capable de les encadrer sur ces sujets-là, vont utiliser le numérique va être victime des enjeux du numérique. Donc, on note également des questions d'inégalité. Le numérique, si on ne fait pas attention, vient dans nos sociétés pour également creuser les inégalités sociales qui existaient avant. On a eu une preuve hier, je le disais, il y a 2 ou 3 mois, on a eu la preuve avec la COVID qui est apparue. On a rapidement vu des établissements privés qui ont été capables d'assurer une continuité des cours avec des élèves qui avaient des ordinateurs, qui avaient la connexion Wi-Fi à la maison, qui avaient des parents qui peuvent les suivre, etc. Et à contrario, on avait d'autres jeunes de Kédougou, de Wourossogui, voilà. Ce n'est pas pour stigmatiser, mais voilà, j'essaie de grosser les traits pour que vous me compreniez. Voilà. Il y a des jeunes aussi dans ces localités qui sont aussi dans ces conditions-là pour avoir une continuité des cours. Mais voilà, j'essaie d'expliquer simplement pour me faire comprendre. Ce n'est pas pour stigmatiser. Mais voilà, genre, il y avait aussi d'autres jeunes, en tout cas, qui étaient dans d'autres populations, dans d'autres types de localités, qui n'avaient pas forcément accès à ces opportunités-là et qui, par conséquent, ne pouvaient pas avoir une certaine continuité des enseignements. Donc, la COVID est venue concrètement illustrer comment le numérique vient pour creuser les inégalités de chance sur ces questions-là. On a une approche en 3 parties, awareness, c'est-à-dire faire prendre conscience sur les opportunités, sur les dangers. Une fois que la prise de conscience est faite, on outille, c'est-à-dire, OK, maintenant que tu sais, viens, on va t'outiller. Et après l'outil, on a une dernière partie qui est en train d'être mise en place, et on les assiste également. Quand on parle d'assistance, c'est notamment, aujourd'hui, on a au Sénégal des jeunes qui se retrouvent du jour au lendemain victimes de leur imprudence sur Internet. On se rend compte que
il n'y a aucune institution aujourd'hui qui les accompagne, qui les accueille. Il n'y a pas de centre d'accueil. Par exemple, une fille ou bien un jeune garçon qui se retrouve du jour au lendemain avec ses photos nues sur Internet ou bien sur WhatsApp ou bien sur, voilà, sur les réseaux sociaux. Comment aujourd'hui on apporte de l'assistance à cette fille-là, qui certes a été victime de son imprudence. Voilà, c'est elle qui l'a fait. Voilà, c'est certainement partie d'elle. Mais l'idée, ce n'est pas forcément de la juger, sachant que ce sont des personnes qui sont jeunes. C'est de voir plutôt comment les assister, comment, avec pédagogie également, faire en sorte qu'ils ne commettent pas l'irréparable, c'est-à-dire se suicider. On a vu ces types de cas-là, ou bien voir le vie tout simplement bousillé. Il y a aussi ces questions-là qui se posent aujourd'hui dans nos sociétés et qui ne sont pas forcément prises en compte. Alors que quand on va dans d'autres pays, ces questions-là sont prises en compte. On a une dimension très humaine de comment on accompagne des jeunes sur ces problématiques-là. On a développé 3 programmes. Je vais essayer d'aller vite. On a un programme destiné aux jeunes en physique, où on les acculture sur les opportunités et sur les dangers du numérique. On a un programme destiné aux personnes adultes. Et enfin, on a un programme toujours destiné aux jeunes, mais cette fois-ci en ligne. Donc, respectivement, ces programmes s'appellent Grow with Net, c'est-à-dire Magasinet en Wolof, ou Grandir à l'ère du net, Family with Net en anglais, ou La famille à l'ère du net, ou Nyabot Kissinet, et 2 minutes chrono digital. Ce sont des vidéos qu'on publie chaque vendredi sur notre page social média qui sont très suivies aujourd'hui sur les médias sociaux. Sur GrowWithNet, on a formé 1200 jeunes des régions de Saint-Louis, Louga et Dakar. Et on a eu 30 coachs bénévoles en partenariat avec l'ISM qui ont contribué à ce travail-là. Il y a ici une vidéo que je vais peut-être vous montrer pour que vous puissiez voir des retours d'expérience de ces jeunes. Espérons que le son soit bien. Gogi, n'hésite pas à me dire sur WhatsApp. Je sais si tout va bien. Polaris Asso, c'est une association pour moi qui est très révolutionnaire. D'après ce que j'ai constaté, les membres de Polaris Asso sont jeunes, dynamiques et aussi super professionnels. C'est pour ça que j'admire beaucoup leur travail. Elle est très intéressante car elle nous apprend les méfaits de l'Internet, comment bien l'utiliser et quels sont les pièges à éviter sur l'Internet. La partie où on parlait des pirates et des hackers, c'est là où j'ai compris qu'il y a certaines publicités qui sont parfois néfastes, d'autres non. Les hackers, eux, peuvent profiter de mon ordinateur, ou bien de ma tablette, ou bien de mon smartphone pour avoir de l'argent. Et les pirates pour avoir mes informations personnelles et ainsi pouvoir le dévoiler au monde entier. Changer mon mot de passe pour que mon ordi soit beaucoup plus sécurisé. Et aussi, regarder le monde. Parce que si tu es tout le temps sur un appareil électronique, parfois si tu te zappes du monde, je vais faire de sorte à ce que moi, je puisse parfois me déconnecter, savoir comment me déconnecter et puis regarder le monde. Parce qu'il ne faut pas toujours être collé sur son smartphone ou bien son ordinateur. Et aussi éviter certains pièges qui peuvent nuire à notre réputation, nos santé, etc., etc. Je vous remercie franchement parce que c'est une bonne initiative de venir nous sensibiliser parce qu'on a appris de nouvelles choses au cours de cette session. Ce qui m'a plus marqué, c'est le piratage, je crois. Parce que je me demande comment une personne peut pirater le compte d'autrui et à quoi ça va lui servir. Peut-être à trouver des dossiers qui sont importants pour lui. Mais je ne trouve pas que c'est une bonne idée de pirater le compte des gens. L'Internet, ça nous permet d'avoir des choses, on se connecte tout le temps. Je voulais juste les remercier infiniment parce qu'ils sont venus, ils ont fait le déplacement jusqu'à notre école. Nous avons laissé toutes nos activités pour venir. Ils nous ont donné un cours super intéressant. Je les remercie vraiment du fond du cœur. Et si Dieu pouvait les amener au paradis avec leur Voilà, c'est la fin de la vidéo.
Donc ça, voilà, c'est une vidéo assez illustrative quand même de ce qu'on fait avec les jeunes sur le terrain en physique et de l'impact qu'on essaie d'avoir chez les jeunes, voilà, de la prise de conscience. Family ViveNet, c'est un programme qui est destiné, comme je l'ai dit tout à l'heure, aux parents. C'est un programme que Polaris Asso a eu à lancer en France, mais qu'on n'a pas encore lancé ici au Sénégal, mais qui est en courant. Ça va venir très vite. Voilà, on prévoit notre première formation à destination des parents courant septembre, octobre, début octobre au plus tard. Une personne a été recrutée pour s'occuper de développer ce programme. Une personne a été recrutée hier d'ailleurs. Une femme a été recrutée hier et qui va se charger, entre autres, de développer ce programme et d'avancer sur certains sujets sur lesquels on n'a pas suffisamment avancé pour le moment, à mon goût. Donc voilà, ça c'est Family ViveNet. Et les 2 minutes chrono digitales, ce sont des vidéos de sensibilisation sur le numérique qu'on met en ligne, tous les vendredis sur notre page social media. Ce sont des vidéos qui sont très suivies d'ailleurs. On a pu toucher en l'espace de 2 ou 3 mois 120 000 personnes via 15 vidéos et 50 000 interactions et 30 000 vues qui ont été observées dans ce cadre-là. Je ne sais pas, je me dis que c'est sympa de vous montrer peut-être une vidéo de ce à quoi ça ressemble. Bon, vous m'excuserez, je vais aller sur la page Facebook de Polaris Asso et vous montrer ça pour que vous puissiez voir également à quoi ça ressemble. Désolé également pour toutes ces fenêtres ouvertes. Je ne suis pas le mec le plus organisé au monde. Mais voilà, je vais tenter de vous trouver ça. Hop. Quelques vidéos pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble, pour que vous puissiez mettre des mots sur tout ce que je suis en train de vous dire, pour que vous puissiez voir concrètement. Sur tout ça, quelques secondes, le temps que ça charge. Je vais essayer de vous montrer... Je vais essayer de vous montrer quelques vidéos. Bon, ça c'est trop. Je vais essayer de vous montrer. Donc, on fait aussi des vidéos en slam pour innover. Et des vidéos sur la e-reputation également. Je vais peut-être vous montrer ça. Cette vidéo a été vue, par exemple, par 32 000, a touché 32 000 personnes. Et je vais essayer de voir comment vous montrer ça. Le son. Encore, faut-il que la présence que vous y développez soit... Bonjour, chers internautes. Il est important d'être sur les réseaux sociaux car étant de vrais leviers d'opportunités professionnelles et de débouchés pour vous. Encore, faut-il que la présence que vous y développez soit à votre avantage. Comme promis, voilà 4 conseils pour soigner sa présence en ligne. Soyez authentique. Montrez qui vous êtes à l'état naturel. Exprimez vos centres d'intérêt, vos passions et vos hobbies. Ne cherchez pas à vous mettre dans un habit qui n'est pas le vôtre. Soyez sobre. Ne jouez pas à l'étudiant sérieux en ne prenant que des photos de vous à la bibliothèque. De même, ne mettez pas des images compromettantes de vous sortant d'une boîte de nuit. Là encore, le juste milieu est vivement recommandé. Prenez la parole. N'ayez pas peur de vous exprimer. Partager, aimer, commenter sont déjà des manières très simples de vous exprimer. À cela, vous pouvez ajouter le fait de partager à votre réseau des informations à forte valeur ajoutée qui vous ont inspiré ou que vous avez trouvées sur le net. Connectez-vous à votre écosystème. Suivez les entreprises et personnes influentes de votre écosystème et restez à l'écoute des opportunités qui se présenteront. Si par exemple, je suis apprenti juriste, je vais suivre les pages des institutions judiciaires, de l'ordre des avocats, du ministre de la Justice, etc. Soigner sa présence sur les réseaux sociaux peut vous propulser et vous offrir des opportunités intéressantes. Partagez vous aussi nos conseils à d'autres gens de votre entourage et aidez-les à tirer le meilleur du numérique. À très bientôt.
Donc ça, c'est voilà, ça, c'est les types de vidéos que nous développons sur les réseaux sociaux pour sensibiliser les jeunes. Et peut-être je peux aussi vous montrer une autre vidéo que j'ai bien aimée en slam cette fois-ci. Je pense que c'est ça. Voilà, vous allez aussi voir ça. Il est entré dans nos vies sans préavis. Il a tout redéfini, redimensionné, repeint, sans bruit, sans demander notre avis. Il est arrivé avec sa corde sans frapper à la porte. Ce n'est pas l'invité qui se limite au salon, il s'est taillé une place de choix. C'est un magma de savoir en ébullition, une toile d'information. Il fait découvrir, rêver, voyager, et sur un plateau, il sert l'actualité. Mais il a ses glissades et ses dérapages, ses zones sombres et ses mirages. Il faut faire attention à chaque ration avant de payer une lourde rançon. Il a la magie du lumineux écran, créer des accros et le record de son bilan. Il a amené les réseaux sociaux pour nous apprendre en un clic à aimer et à partager. Pourtant, face au bout de nos trottoirs, aux larmes de nos couloirs, on passe les yeux fermés, les mains occupées à commenter, le cœur aveuglé par des images photoshopées. Sur ce terrain, chaque action et réaction affecte ta réputation, alors suis ce qui garantit ton évolution, participe à ton éveil et même à ta carrière et éloigne-toi des virtuelles barrières. Cet invité qui est partout maintenant dans la maison prend juste l'espace d'un écran. Il n'est pas vraiment encombrant, mais il mange beaucoup de temps et peut même faire oublier les urgences du moment. Il s'appelle Internet, la chanson tu la connais, et il n'est pas toujours net, alors hashtag prudence. Voilà, ça, ce sont des exemples de vidéos que nous mettons en place. Et fini cette récréation, je vais essayer d'avancer sur la présentation. Donc, en gros, voilà, résumé les programmes qu'on déroule actuellement. Donc, je vais rapidement reprendre. Vous avez le programme Grow with Net, où vous avez vu cette vidéo-là de cet enfant qui faisait un retour d'expérience. Le programme Family in Net, qu'on va lancer très bientôt, et le programme 2 minutes chrono digital. Chaque vendredi, suivez-nous sur la page Facebook de Polaris Asso pour également suivre ce type de vidéos-là. On porte aussi en plaidoyer, hein, je l'ai souligné tout à l'heure, c'est qui est super important. Avec l'UNESCO notamment, on a été dans 6 pays, dans une douzaine de villes, et on a pu contribuer à la co-organisation de 25 ateliers, conférences, panels, etc. pour accompagner, sensibiliser les jeunes sur ces sujets-là. Donc ça, c'est important. On se positionne aussi comme un acteur de l'égalité des chances. Et sur ce sujet, on travaille avec une association française qui s'appelle Article 1. Et chaque année au Sénégal, on organise la Journée mondiale de l'égalité des chances qui se fait le 5 décembre le 5 décembre de chaque année en partenariat avec cette organisation-là. En local également, on est de plus en plus reconnu en local au Sénégal et dans la sous-région. On a été au niveau de Kinkeliba pour porter ce plaidoyer. Kinkeliba à la RTS1, on a été à la parole des jeunes, parole aux jeunes au niveau de Vibe Radio. De la même manière, on a été sur la première radio sénégalaise, la RFM, invité de Joe Maron sur l'émission E-Tech. Donc ça, c'est aussi un leadership qu'on essaie de porter, de voir comment influencer les politiques publiques dans notre pays. Et pas plus tard que ce samedi, on était au débat numérique national de la jeunesse, notamment pour parler de numérique et pour parler comment concrètement, au niveau du plan Sénégal émergent qui a été impulsé par le président de la République, Macky Sall, comment prendre en compte davantage ces grands enjeux du numérique voilà, quoi. Et les questions que ça se pose. Sur le modèle économique, hein, on est en train de développer également de plus en plus de formats, que ce soit des team building pour accompagner des collaborateurs d'entreprise à s'acculturer, à mieux comprendre les enjeux du numérique, pour qu'à leur tour, ils puissent certainement avoir un plus grand impact sur les jeunes de leur entourage. Aujourd'hui, on est sur la communication vidéo. Cette expertise que nous avons pu développer via la vidéo, on la vend aussi, on la commercialise aujourd'hui et on la rend facilement accessible également, on la démocratise. On n'est pas sur les prix du marché, ça c'est certain, mais voilà, genre, on essaie de trouver le juste milieu et de plus en plus, il y a des entreprises qui nous contactent et qui nous disent on veut des vidéos à la Polaris Asso, on veut des vidéos comme vous le faites. Donc aujourd'hui, c'est une expertise que nous vendons
et nous accompagnons des entreprises également dans les stratégies de communication vidéo. On fait des études de conseil, on fait également pas mal de formations. On va surtout en lancer dans les prochains jours avec Natango. Voilà, Eric, ce que tu disais, ça m'intéresse super aussi. Gorgui, je sais que tu l'as certainement en tête, mais je pense qu'il y a des ponts à créer entre Polaris Asso, Natango et Eric sur ces activités-là. Et je pense qu'il y a de belles choses à faire et de grands impacts sociaux également qu'on peut mettre en place, qu'on peut essayer d'avoir au sein de notre communauté. Aujourd'hui, on a eu pas mal de partenariats avec de grandes institutions qui nous soutiennent et qui nous confient le déploiement de leurs certifications ici au Sénégal et également dans la sous-région. Donc, voilà plutôt là où se trouve notre modèle économique. Pas mal d'organisations qui nous font confiance, avec qui nous travaillons. Article 1 qui nous confie l'organisation de la Journée mondiale de l'égalité des chances chaque année. Et on va même au-delà. On a mis également un programme de fellowship visant à accompagner des jeunes à mieux s'approprier de la question de l'égalité des chances et à être en quelque sorte des ambassadeurs de l'égalité des chances au Sénégal. C'est un programme sur lequel on a une quinzaine de jeunes impliqués aujourd'hui et qui vont mener un certain nombre d'actions également. On travaille avec le Timbuktu Institute sur les questions de Education for Peace, notamment comment utiliser le numérique et la vidéo pour aujourd'hui sensibiliser des millions de jeunes Africains sur la paix, sur les questions de paix et également sur les questions de prévention de l'extrémisme et de la violence. Aujourd'hui, on sait qu'en Afrique, on est dans un contexte qui est, notamment en Afrique de l'Ouest, au niveau du Sahel, on est dans un contexte qui est relativement compliqué avec ce qui se passe au Mali, ce qui risque de se passer en Côte d'Ivoire, ce qui risque de se passer en Guinée, ce qui peut risquer de se passer au Sénégal. Voilà. Donc, il y a aussi ces enjeux d'éducation à la paix, de comment canaliser cette énergie des jeunes dans un sens positif, comment les accompagner à utiliser l'Internet pour porter leur voix, pour faire des revendications, pour mener des actions positives. Je me rappelle toujours, je pense que c'était il y a 1 an ou 2 ans, de ce Clean Up Challenge. Je pense que c'est comme ça que ça s'appelait. Ça m'avait vraiment marqué à l'époque. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. En gros, l'idée, c'était de prendre des photos d'un endroit sale, de balayer et de reprendre la photo de cet endroit propre. Et ça avait vraiment créé un mouvement. Voilà le genre d'effet qu'on souhaite créer, nous, également au niveau de milliers de jeunes. Comment le numérique peut permettre peut véritablement créer le déclic et permettre d'avoir un changement social, ce qui est important. On travaille avec l'ISM, avec Intelligence Magazine, avec Google Atelier Numérique, avec Boostwith Facebook, avec le Conseil national numérique, pas sénégalais mais français, qui nous avait consulté sur une mission également de comment les banlieues françaises, notamment parisiennes, peuvent utiliser le numérique comme levier d'employabilité. Je pense que ce sont des questions qui sont très actuelles également dans notre pays. J'ai essayé de porter cette voix également lors du débat national numérique. Comment aujourd'hui on peut faire des foyers des jeunes, des espaces où des jeunes peuvent se former à l'intelligence artificielle, peuvent se former au marketing digital, peuvent se former à des métiers de demain, au lieu d'envoyer des milliers d'étudiants se former à des compétences qui sont complètement obsolètes, qui servent, voilà, genre, excusez-moi, mais je pense qu'ils ne servent à rien du tout aujourd'hui et qu'aucune entreprise, aucun chef d'entreprise ne prendra le risque de recruter des étudiants qui ont des compétences obsolètes et qui sortent de certaines filières. Voilà, donc ça, c'est aujourd'hui le combat qu'on porte. Je pense que c'est fini. Merci à vous pour votre écoute. J'espère que ce n'était pas trop long. Je vais prendre des questions-réponses, peut-être une dizaine de minutes. Et puis, voilà. Merci beaucoup. Merci pour votre écoute. Merci, Gorgui. J'espère que ce n'était pas très ennuyant. Et puis, voilà. Merci. Merci beaucoup, cher ami Ousseynou, pour la présentation. Merci pour les illustrations. Je pense que je t'ai même écrit en privé en te disant que tu nous as, au-delà même de ta brillante présentation, tu nous as délivré des illustrations. Et puis, c'est des messages qui sont extrêmement importants.
Je pense que souvent dans nos échanges, on se dit que nous devons tous nous investir sur l'accompagnement, sur l'encadrement et la formation des jeunes, parce que demain, c'est eux qui seront là. Donc, s'ils ne sont pas capacités, s'ils n'ont pas la conscience collective de bâtir un Sénégal meilleur, c'est vraiment perdu d'avance. Je pense que nous devons tous mettre les efforts autour, en tout cas, de la formation et de l'accompagnement des jeunes. Nous félicitons Polaris Asso. Nous te félicitons, cher ami, pour en tout cas toutes ces actions que vous avez entreprises pour non seulement accompagner les jeunes, mais pour éveiller également les consciences. C'est le rôle de nous tous, mais sous le sceau de Polaris Asso, à travers votre système organisé, je pense que vous parviendrez à toucher en tout cas le plus grand nombre de jeunes qui aujourd'hui et pour la majeure partie sont véritablement vulnérables. Et nous vous accompagnerons, en tout cas moi personnellement, avec l'équipe de Natango, comme j'ai dit la dernière fois, nous accompagnerons toutes les initiatives de Polaris Asso. Du point de vue de la communication, du point de vue du déploiement des ressources, du point de vue de l'opérationnalisation. Donc, nous sommes disposés et puis à temps plein pour accompagner ces belles initiatives-là. En tout cas, félicitations. Je vais anticiper sur la question de beaucoup d'internautes. Comment faire pour intégrer Polaris Asso? Parce que c'est tellement intéressant et bon, c'est deux questions connexes, quoi. L'autre question, c'est comment faire pour bénéficier de ces services-là que offre Polaris Asso. Donc, je pense que si tu peux répondre à cette question, ça va anticiper à beaucoup de questions que j'ai reçues en privé. Il s'agit des personnes, des hommes et des femmes qui ont suivi et qui véritablement sont intéressés par ce que vous faites et vous félicitent également. Donc, il y a une autre question. Donc, je te laisse d'abord répondre à cette question-là parce que moi, personnellement, ça m'intéresse. Et voilà, ce serait intéressant qu'on sache comment faire pour intégrer ces initiatives-là. Merci Gorgui. Merci. Je suis totalement conscient de ton soutien. Voilà, c'est ce que je tente de te redonner, même si j'y arrive pas. Mais c'est ce que je tente de te redonner en étant présent, en étant là et tout. Mais tu en fais 1000 fois plus que ce que je fais. Donc, je suis totalement conscient de ton soutien à nos côtés et c'est quelque chose qui me rassure, c'est quelque chose qui me motive davantage. Et je suis effectivement certain qu'avec Natango, il y aura de très belles choses qui vont se faire. Tu me le prouves tous les jours. Tous les jours, tu me prouves ton soutien. Donc, merci à toi et à toute ton équipe pour ces belles choses que tu fais finalement pour la jeunesse sénégalaise, pour toute la jeunesse sénégalaise. Alors, très bonne question. J'ai mis l'adresse mail de Polaris Asso. J'ai mis hello@polarisasso.org. Toutes les personnes qui souhaitent adhérer peuvent nous envoyer rapidement un mail là-bas, peuvent se présenter en 2 lignes. Je m'appelle X, je suis étudiant, je suis professionnel, je suis ton, je fais ça et j'aimerais bien m'investir dans la cause de Polaris Asso. Donc, vous pouvez nous envoyer un mail. Je l'ai mis dans la discussion. Je ne sais pas si tout le monde voit cela ou pas. Je pense qu'il y a d'autres qui sont sur Facebook et autres. Il faut également l'écrire en commentaire peut-être sur Facebook. Mais voilà, c'est hello, H-E-2-L-O, @polaris-asso.org. Donc, vous pouvez nous écrire à tout moment un email là-bas et avec plaisir d'interagir avec vous et de voir comment vous faire agir également voilà, à nos côtés. L'autre question, c'est comment bénéficier. Alors, on est en période de Covid. Pour le moment, il y a les vidéos qui sont là. Mais c'est sûr, vu que l'environnement aussi est en train de s'adapter, voilà, on réfléchit à une reprise des activités dans le respect des gestes barrières, dans le respect donc, genre, certainement, on ira dans des formats
avec des capacités d'accueil limitées, disons 10, 15 personnes voilà, genre dans une salle, dans le respect des gestes barrières, la distanciation sociale, port du masque et puis mise à disposition de gel. Mais les activités vont reprendre d'ici fin septembre, début octobre, j'espère. On y travaille. Des personnes ont été recrutées, 2 personnes ont été recrutées. Une personne nous a rejoint hier, une autre personne va nous rejoindre très bientôt pour déployer davantage. On a une très forte demande sur ces sujets-là. Et voilà, on espère que d'ici fin septembre, début octobre, suivez-nous sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet polarisasso.com. Nous vous tiendrons informés. J'écris aussi notre site internet pour que tout le monde puisse voir ça. Hop. J'écris ça aussi sur la discussion. Hop, voilà. Tu pourras aussi mettre sur Google, tu pourras aussi mettre Oui, sur Facebook. Voilà, genre, suivez-nous sur nos réseaux sociaux et tout, comme ça, vous serez informés. Mais pour le moment, malheureusement, limitez-vous aux 2 minutes chrono, qui sont sympas, je pense. Vous aurez de quoi vous amuser. Et très bientôt, d'ici 2 semaines, nous vous reviendrons avec des dates de formation. Voilà. Merci beaucoup, Ousseynou. Il y a une question de... Bon, c'est un spectateur anonyme, mais il demande quel est l'impact des changements technologiques sur la création et la destruction d'emplois et de leurs répercussions sur les inégalités et sur la polarisation des emplois. Top. Alors, c'est une très bonne question. Je vais répondre sur 2 à 3 niveaux à peu près. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une question que tout le monde se pose, c'est-à-dire, bon, déjà, je vais revenir à la base. C'est qu'il faut comprendre pourquoi de nouveaux emplois se créent, parce que les habitudes de consommation évoluent. Aujourd'hui, on a les consommateurs qui achètent de plus en plus en ligne, qui vont de plus en plus aller sur Facebook pour s'informer sur une entreprise, etc. Donc ça requiert de nouvelles compétences. Et quand on parle de nouvelles compétences, on parle de nouveaux métiers. Donc les entreprises, parce que nous avons évolué dans nos habitudes de consommation, les entreprises veulent être présentes sur Internet, vont développer des sites Internet parce que Google se connecte sur... Parce que Google, avant d'acheter une imprimante, va aller sur Google et va taper imprimante Dakar, tout simplement. Et donc, en fonction de ce qu'il lui est proposé, va aller soit chez Candy et Frères, ou bien chez Samsung, ou bien chez, voilà, whatever. Je ne veux pas faire de publicité pour acheter une imprimante. Parce que Google a changé sa manière de consommer. Google ne consommait pas de cette manière-là il y a 10 ans. Il y a 10 ans, il sortait, il prenait un taxi, il allait à Sandaga, il faisait le tour et il achetait une imprimante. Aujourd'hui, Google n'a plus ce comportement-là. Donc, les habitudes de consommation ont évolué, faisant que les entreprises évoluent également dans leur stratégie. Aujourd'hui, on parle de transformation digitale des entreprises. Les entreprises vont chercher à être présentes sur Internet parce que c'est là où les internautes sont et c'est là où les internautes les cherchent également. Et pour être présent sur Internet, il faut un site Internet, donc il faut un développeur web. Donc, si 1000 entreprises ont besoin d'être présentes sur Internet, 1000 entreprises ont besoin d'avoir un site Internet et qu'un site Internet peut être fait par un développeur en l'espace de 1 mois. S'il y a 1000 entreprises qui veulent avoir un site Internet en l'espace de 1 an, il faut que sur le marché, il y ait à peu près 300 développeurs web. S'il n'y a pas 300 développeurs web, on freine la croissance économique du pays. On freine la croissance économique. C'est-à-dire, l'entreprise a envie d'aller vers quelque chose, vers sa croissance, mais ne trouve pas les ressources humaines. Et c'est comme ça que les métiers se créent. C'est comme ça que de nouveaux métiers se créent dans le numérique. Et c'est comme ça qu'il faut aller vers ces nouveaux métiers également. Juste pour info également, on avait ce chiffre-là, qu'une entreprise qui a réussi sa transformation digitale a une croissance 3 fois plus grande, 3 à 6 fois plus grande qu'une entreprise qui a échoué sa transformation digitale. Aujourd'hui, quand vous voyez les offres de InTouch, quand vous voyez les offres de PayDunia et tout, mais ce sont des opportunités pour permettre de toucher plus de clients, etc. Je ne vais pas faire de la pub pour eux. Je vous fais juste un petit topo éco, voilà quoi, genre growth, voilà quoi, genre
croissant sur ces sujets-là. Donc ça, ce sont les choses sur lesquelles il faut d'abord être conscient. Donc les métiers se créent et davantage de métiers vont se créer. La question qu'on peut se poser légitimement, et quand je lis entre les lignes de cette question, c'est ça que je sens aussi, c'est que le numérique, effectivement, détruit aussi des emplois. Je ne vais pas vous dire le contraire. Il y a des métiers qui vont disparaître. Il y a les métiers de caissier, les métiers, voilà. Il y a plein de métiers qui vont disparaître parce qu'aujourd'hui, on est sur Internet. Voilà. En France, par exemple, quand j'étais en France, j'ai été impliqué sur une grosse problématique, sur une grosse mission, où il y avait la Poste, qui est une grosse boîte en France et qui prévoyait de supprimer, de diviser par 2 le nombre de postiers, le nombre de gens qui vont faire le tour des maisons à déposer des postes. Pourquoi? C'est simple, parce que les gens, ils ne s'envoient plus les lettres, ils vont s'envoyer des mails pour parler. En fait, c'est ça. Voilà. Donc, il y aura de moins en moins le besoin de poster des lettres. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que la Poste en France avait un marché grossissant sur les questions de livraison d'achat. Parce que les gens achètent en ligne, donc il va avoir besoin de livrer ce que les gens achètent en ligne. Donc, il va surtout avoir besoin non seulement de livrer, mais aussi de gérer la plateforme digitale derrière ça. D'avoir des développeurs, d'avoir des UX designers, d'avoir des web marketeurs qui vont gérer ça. Donc, en gros, la mission de la Poste a consisté à quoi? Les postiers qui vont plus être postiers vont être reformés. C'est ce qu'on appelle de la reconversion professionnelle pour être des web marketeurs, pour être des développeurs web, pour être des UX designers, etc. Parce que la Poste avait des marchés grandissants dans ce domaine-là. Donc, des métiers sont détruits, mais des métiers sont aussi créés. Il faut penser à la reconversion professionnelle. Il y a des chiffres qui sont sortis qui disent que, mais c'est de la prédiction. Hein. Peut-être que Eric a des réponses dessus ou Gori, je ne sais pas, mais je ne vais pas m'avancer dessus parce que je suis très conscient de la limite souvent de ce type d'études-là. Mais il y a des études qui sortent et qui disent qu'il y aura plus d'emplois créés par le numérique que d'emplois détruits par le numérique. Mais je ne vous dis pas de prendre ça pour la Bible. Prenez ça avec des pincettes. Mais effectivement, c'est une problématique qui se pose aujourd'hui. Donc, ça, c'est la première question. Hop. La seconde question, le second niveau de réponse que je peux donner, c'est qu'aujourd'hui, le numérique vous donne une... Et c'est là où j'étais parfaitement aligné avec la réponse de Eric. Mais dans ces nouveaux métiers-là, vous n'avez, sur la plupart de ces nouveaux métiers-là, en tout cas, vous n'avez absolument pas du tout besoin d'avoir un bac+5, en fait. C'est-à-dire aujourd'hui, pour être développeur web, pour être community manager, pour être web rédacteur, mais les gars, vous n'avez absolument pas besoin de passer 5 ans à l'université. Moi, j'ai vu des gens, mais Eric a fait une excellente intervention sur ça. On parle de décrocheurs aujourd'hui, mais toutes ces personnes-là qui ont arrêté leur étude en classe de BFM, en classe de baccalauréat et tout, mais le numérique est pas que le numérique, il y a d'autres domaines, mais le numérique est un des leviers qu'il faut exploiter pour la réinsertion professionnelle, pour leur apprendre très rapidement des métiers sur 3 à 6 mois. On peut être développeur web en 6 mois, on peut être UX designer en 1 année et puis s'insérer dans le marché de l'emploi, avoir son boulot. Moi, je suis titulaire d'un bac+5 Sciences Po. Donc, c'est un master quand même qui prend énormément de sueur et énormément d'énergie. Mais je me suis retrouvé avec des missions payées le même prix avec des gens qui sont arrêtés au bac, mais qui avaient la même expertise que moi sur certaines questions. Parce que c'est le numérique. Le numérique aussi ouvre ces portes-là. Vous pouvez vous former sur ces métiers-là facilement aujourd'hui. Donc ça, c'est également quelque chose qu'il faut comprendre. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question ou pas, mais voilà en tout cas des pistes qui me viennent à l'esprit et sur lesquelles je pouvais parler. Merci beaucoup, Ousseynou. Je pense que tu as effectivement répondu à la question. Nous suivons notre... Il y a une compatriote camerounaise qui nous suit depuis hier, donc qui est vraiment très intéressée par les sujets et qui nous encourage depuis hier sur l'initiative de la foire et sur les thèmes qui ont été développés. Donc, elle, ce qui l'intéresse pour Polaris, elle s'appelle Dodi Sopi. Elle veut savoir, bon, c'est d'abord des félicitations qu'elle fait en disant que vous faites un travail loyal, mais elle souhaite savoir si vous envisagez mener des actions au Cameroun. Alors, pas à court terme, mais voilà, l'idée c'est aussi de voir. Aujourd'hui, nous sommes en discussion avec un certain nombre de partenaires
pour voir notamment comment mener des programmes multi-pays. Je vous parlais tout à l'heure, par exemple, de quelque chose. Je ne vais pas vous dévoiler le nom du programme parce que c'est encore, vous m'en excuserez, c'est encore dans les trucs, c'est encore dans le secret. Mais voilà, avec le Timbuktu, par exemple, on réfléchit à un programme qui sera multi-pays, qui sera dans le Sahel et même qui va un peu partir aussi vers l'Afrique centrale, d'Educating for Peace, et de voir comment nous pouvons avoir des vidéos multilingues, comment nous pouvons avoir des présences et des actions aussi qui peuvent se faire dans ces pays-là. Donc, c'est en cours. Je ne dirais pas oui, je ne dirais pas non, mais voilà, des réflexions sont initiées en ce moment sur ces sujets-là. Notre compatriote camerounaise peut nous écrire pour que nous puissions continuer pour que nous puissions l'associer à cette réflexion et voir comment échanger avec elle. Et pour nous écrire sur notre adresse mail directement. Et merci pour sa question. Merci beaucoup, Ousseynou. Merci pour tout. Merci pour le temps. Merci pour la présentation. Merci d'avoir participé avec Polaris Asso à la première foire virtuelle organisée par Natango Service. Ce fut vraiment un grand honneur pour nous et c'est aussi une fierté pour nous, Sénégalais, de voir un de nos fils, en tout cas, prendre des initiatives qui vont dans le sens d'accompagner les jeunes dans leur capacitation. Vous avez été un peu partout chez Google et je pense que nous avons besoin d'avoir des jeunes comme ça qui, pour l'espoir, en tout cas, constituent pour nous des porteurs de changement parce que nous allons faire des choses beaucoup plus intéressantes au Sénégal. Donc, il faut des changements, il faut des innovations, il faut que vraiment qu'on puisse jouer les premiers rôles. Et nous te félicitons et nous t'encourageons dans ces initiatives-là. Je reçois en privé beaucoup de messages d'encouragement et de félicitations des internautes qui vous suivent. Il y a Souleymane Baye qui disent que vous avez fait une très belle intervention. Donc, c'est voilà pour beaucoup de retours que nous avons eus. C'était vraiment assez intéressant et illustratif. Donc, merci. Même si tu ne présentes pas demain, je sais que tu seras connecté pour suivre la suite du programme de la foire. Et nous rappelons que la foire se poursuit jusqu'au samedi matin. D'ailleurs, le samedi, nous avons une surprise pour les internautes qui ont pris de leur temps. Ce sera une surprise peut-être inattendue pour certains, mais nous comptons au cours, en tout cas, de cette première édition, en tout cas, comme tu viens de le faire pour nous, parce que les vidéos, c'était vraiment une surprise. En tout cas, merci. Demain, nous allons accueillir Sénégal Academy, qui est un jeune entrepreneur qui est basé